Aujourd'hui d'accueillir M. Mboka Moulambwe, une personnalité inspirante dont le parcours incarne la diversité, la résilience, le leadership. Premier maire afro-américain de Bloomington, dans l'Illinois. M. Mboka a tracé son chemin depuis Kinshasa, République démocratique du Congo, jusqu'à devenir un acteur clé du développement de sa communauté. M. Mboka, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Et merci beaucoup pour le privilège que nous avez accordé. Non, tout le plaisir est pour moi. Votre flexibilité, c'est un peu chose rare. Absolument, absolument, absolument. Donc, il y a mes téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez vous faire une petite brève introduction de qui vous êtes? Oui, bien sûr. Bon, je suis le fils de mes deux parents, M. Moulambwe, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, et ma mère, Stéphanie Ilunga. Bon, mon père a été secrétaire général de l'éducation dans le Zaïre d'antan, oui, à l'époque, et il a aussi été représentant de l'UNICEF pendant 15 ans, ce qui nous a amené à aller à vivre en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais aussi au Congo-Brazzaville. Et puis de là, je suis venu pour les études supérieures ici aux États-Unis. Et dans la ville de Normal, où je me suis inscrit à Illinois State University, où j'ai obtenu un bachelor en mathématiques et puis une maîtrise en éducation. Et de là, bon, je me suis marié et j'ai 4 enfants. Et j'ai travaillé et continue à travailler pour l'université. Mais au-delà de cela, bon, dans mon temps libre, je suis maire, mais j'ai été aussi membre du conseil municipal avant de devenir maire de la ville de Bloomington. Est-ce que la République démocratique du Congo vous manque? Oui, ça me manque toujours. C'est quelque chose. Bon, je suis né à Kinshasa. Okay. Donc, dans quelle commune précisément? À Kinshasa, où nous habitions, oui, ça fait très longtemps, nous habitions à Syndicat, ça s'appelait Syndicat à l'époque. Okay. Bon, donc je ne sais plus si le nom a changé, mais oui, mais je suis toujours très attaché à la République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, bien que mes parents soient originaires de Lubumbashi, mais j'ai toujours gardé, j'ai beaucoup plus souvent visité Kinshasa, donc je suis un natif de Kinshasa et j'ai toujours porté Kinshasa dans mon cœur. Donc ça fait... et je vais assez régulièrement maintenant, au moins 1 fois par an. Et j'y retourne d'ailleurs dans moins de 2 semaines. Oui, pour passer quelques semaines. Donc la dernière fois, c'était en 2020. J'ai vérifié un peu, j'ai checké, vous avez ramené la famille. Oui, non, c'était en 2019 que j'ai ramené la famille tous ensemble, mais je suis aussi retourné en 2021, en décembre 2021. Oui, pendant le Covid, et puis je suis aussi retourné en décembre 2022 parce qu'en juin 2022, mon père était décédé. Donc j'ai fait je me suis fait cette, comment dire, promesse d'aller visiter ma mère au moins 1 fois par an. Surtout à la période des vacances, où bon, tout le monde est content et gai, bon, et je sais que pour elle, ce sont des moments difficiles. Donc, j'y vais chaque année, maintenant. Okay. Vous avez déjà bien précisé que vous êtes né à Kinshasa, et aussi vous avez vécu dans plusieurs pays.
Vous avez bien mentionné Congo, Brazzaville, le Sénégal, Côte d'Ivoire, avant de vous installer aux États-Unis, définitivement dans la ville de Bloomington. D'abord normal pour les études, puis vous êtes mouvé à Bloomington. Pouvez-vous partager quelques souvenirs marquants de votre enfance en République démocratique du Congo et dans d'autres pays d'Afrique? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, en République démocratique du Congo, le Zaïre d'antan, à l'époque, j'ai passé mes 7 premières années. Donc, c'était des années assez agréables. Et de là, en 1977, nous sommes partis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que mon père a pu obtenir un travail avec les Nations Unies, l'UNICEF plus précisément. Et donc, nous avons passé 6 ans en Côte d'Ivoire, 5 ans au Sénégal, à Dakar, et une année, moi personnellement, une année au Congo-Brazzaville, parce que je suis venu après cela pour les études supérieures. Mais mes parents sont restés là-bas pendant à peu près un peu plus de 4 ans. Oui, mais donc cette expérience a été une très bonne expérience parce que ça m'a permis d'apprendre, de vivre dans beaucoup d'autres cultures, d'autres communautés. La culture ivoirienne est un tout petit peu, bien que ce soit en Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus, c'est différent de la culture sénégalaise. Et donc ça m'a vraiment exposé à la diversité de diverses communes et ça m'a permis vraiment d'apprécier comment que les gens peuvent être différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou meilleurs, c'est ce qui fassent les choses de manière différente. Et ça a été vraiment une très très bonne expérience, j'en ai gardé un très bon souvenir parce que cela me permet aussi d'avoir de très bonnes relations avec des gens qui sont différents. Parce que dans les écoles où j'ai été, c'était des écoles, des écoles avec un programme français, mais elles avaient un caractère international parce que beaucoup de familles, pour la continuité de l'éducation de leurs enfants, préféraient les mettre dans des écoles dans le programme français, ce qui faisait que quand on bouge, on va d'un pays à un autre, on peut rencontrer le même programme. Alors de ce fait, j'ai eu à grandir avec des jeunes venant de diverses nations. Et ça m'a vraiment permis, ça m'a appris à m'entendre et à pouvoir converser avec beaucoup de gens de diverses origines. C'est très bien, la diversité, c'est très importante. Mais pourquoi les États-Unis? Qu'est-ce qui vous a motivé pourquoi vous n'êtes pas allé en Afrique du Sud ou à l'Uniquil? Oui. Pourquoi vous avez juste non, moi je pars aux États-Unis? Oui, et ça c'était un choix délibéré dès le départ parce que d'abord j'avais des grands frères, j'avais deux grands frères qui sont donc l'un après l'autre en 79 et puis en 1980 qui sont venus aux États-Unis, qui ont choisi de venir ici. Et donc pour moi, avec eux, nous avons aussi, ils revenaient en vacances. Et quand ils revenaient en vacances, ils nous ont vraiment imprégné la culture américaine, la musique et tout ça. Et en plus de cela, à ce moment-là, au début des années 79-80, la culture américaine commençait vraiment à prendre les devants sur le plan de vue international. Donc, on a été exposé à la musique, on a été exposé au sport, le basket et des choses pareilles. Donc, j'étais vraiment fasciné par la culture américaine. Le rêve américain. Le rêve américain, la possibilité de pouvoir parler anglais, de pouvoir apprendre, de faire l'université en anglais. Ça m'a absolument fasciné. Et donc, depuis le jeune âge, j'ai dit, dès que... J'avais dit à mes parents d'ailleurs, parce que très souvent, la tendance était, quand les parents avaient la possibilité d'envoyer les enfants à l'étranger, c'était soit la France ou la Belgique. Mais j'avais dit à mes parents, j'ai dit, moi, la Belgique, la France, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller aux États-Unis parce que je veux aller parler anglais et tout ça. Ouais. Donc, vous êtes venu en tant qu'étudiant international. C'était quoi vos défis au début? Parlant de la langue, c'était facile? Vous connaissez déjà l'anglais avant?
Non, je connaissais déjà l'anglais avant. Donc, l'une des choses qui a été bien pour nous, c'est que quand nous étions en Côte d'Ivoire, l'école s'appelait Jean Mermoz, le lycée Jean Mermoz, et ils avaient un programme qui était assez progressiste. À l'époque, ils ont exposé les enfants dès le très jeune âge, aux environs de, je me rappelle, je crois que j'avais 8 ou 9 ans, à l'anglais. Et c'était quelque chose de pas très compliqué, assez simple, des diapositives à l'époque, on nous apprenait à dire, bon, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est le pain, ça c'est le lait, comment on dit ça, et tout ça, et à apprendre la prononciation et à reconnaître certaines choses. Et donc, avoir été exposé à cela m'a permis... j'ai commencé à apprendre l'anglais dès l'âge de 8-9 ans, et puis jusqu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai terminé, 19 ans, je dirais. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, le défi, parce que j'ai passé 7 ou 8 mois à New York, oui, le défi, c'était de comprendre. Parce que la prononciation, parce que oui, la prononciation américaine, parce que nous avions appris l'anglais britannique, la prononciation américaine était un tout petit peu différente. Donc, quand j'ai passé mon temps à New York, j'ai regardé beaucoup de télévision et apprendre différents contextes, que ce soit le sport, des fois c'était des shows à la télévision, les nouvelles, mais aussi j'ai passé beaucoup de temps à circuler dans la ville de New York et faire des choses courantes, aller au magasin, oui, social, aller au magasin, aller acheter tel ou tel truc, aller à la poste et des trucs comme ça, et c'est ça qui m'a permis de m'adapter. J'ai une question par rapport à là, vous êtes déjà arrivé aux États-Unis, l'anglais c'est bon, vous êtes maintenant à l'université. Donc, comment votre expérience à l'université de Illinois a-t-elle façonné votre vision du leadership et du service public? Oui, c'était un moment critique parce que quand je suis arrivé ici, bon, mon frère et moi habitons tous les deux dans un appartement. Et ça aussi, ça a marqué un envol et une progression dans ma compréhension de l'anglais. Parce que nous étions à deux, entre deux frères. Bon, la tendance est de parler souvent français. Oui, français, on parlait français à deux. Donc, généralement, bon, je parlais anglais quand j'allais en classe ou alors en train de faire des courses dans la ville. Bon, mais en 1992, je suis devenu résident assistant sur mon étage. Donc, ça veut dire chef d'étage. Oui, donc chef d'étage et avec certaines responsabilités, c'est-à-dire de faire certains programmes pour les étudiants sur mon étage, mais aussi de surveiller que les choses se passent bien, que les gens que les étudiants comment ça s'appelle, oui, respectent les règles. Oui, respectent les règles. Mais ça nous a aussi demandé de nous entraîner pour pouvoir assurer, par exemple, le fait que les étudiants n'aient pas de problème. Par exemple, quand il y a un feu, on a tout un tas de procédures que l'on devait poursuivre. Quand il y a un problème, on devait oui, faire un rapport. Et ça m'a permis aussi de beaucoup apprendre. Mais l'un des trucs les plus importants, c'était sur le point de vue social. C'est que sur le point de vue social, j'ai commencé à vivre avec les étudiants américains dans la vie de tous les jours et vraiment de mieux les comprendre. Et ça a été, je dirais, ça a eu un impact profond parce que c'est ça qui m'a aussi permis de comprendre les Américains au plus profond d'eux-mêmes et aussi de pouvoir maintenant aspirer à les représenter parce que j'ai une bonne compréhension de ce qu'ils vivent et oui, comment ils réfléchissent et des problèmes auxquels ils peuvent faire face et dont ils ont besoin que je les aide pour ce genre de choses.
Là, vous êtes étudiant, vous avez fini. Est-ce que vous avez eu un mentor, quelqu'un qui vous a inspiré? Parce que nous tous, on cherche à avoir un mentor pour percer ce qu'on souhaite devenir. Est-ce que vous avez eu ou vous avez toujours le mentor, quelqu'un qui vous a dit, à cause de cet homme-là, moi je dois faire ça parce qu'il m'inspire. Oui, je dirais mon grand frère a été vraiment mon mentor. Il travaille à Urbana-Champaign, à l'Université d'Illinois. Mais je suis venu ici à cause de lui, parce qu'il était déjà ici. Il était à Western Illinois. Il a commencé là-bas en 1984. Et c'est lui qui m'a encouragé à venir ici. Il m'a dit, bon, écoute, tu viens ici, c'est calme, c'est un environnement propice pour étudier, comparé à New York, parce que quand je suis arrivé, j'étais à New York pendant 7 ou 8 mois. Oui, ici, c'était très calme. Et aussi, bon, j'ai simplement suivi son modèle, parce qu'il a toujours été très, très ambitieux. Il a toujours voulu aller un peu plus loin. Oui, donc quand il est arrivé, il a fait son bachelor. Après cela, il a fait la maîtrise. Donc moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai fait le bachelor, j'ai fait la maîtrise. Bon, et aujourd'hui même, il continue. Il est en train de faire son doctorat. Donc il m'a toujours il a toujours été un peu mon mentor, parce que bon, il a progressé dans l'organisation. C'est lui qui a commencé à travailler à temps plein ici à Illinois State University. Bon, j'ai un peu suivi sur ses pas. Mais bon, au-delà de cela, bon, mon père a toujours été sur le point de vue philosophique. J'ai toujours, il a toujours été mon mentor aussi. Oui. Ok, ça c'est très bien. On va quitter un peu les études de la vie politique, essayer un peu de percer un peu sur votre vie personnelle. Vous êtes marié à Stacy, et j'ai vu votre discours lors de votre inauguration. Vous étiez très émotionné. Et je pense que c'était l'une des premières personnes que vous avez mentionné. Vous avez dit que non, je ne souhaite pas citer tout le monde pour que les autres ne soient pas, si j'oublie quelqu'un. Vous avez quand même cité Stacy et les enfants, parce qu'elle a marqué quelque chose dans votre vie personnelle. Vous avez dit que vous êtes marié sans même que vous ayez du travail. C'est quelque chose de très important. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune couple qui aimerait peut-être suivre ces mêmes aventures? Parce qu'aujourd'hui, désolé, beaucoup ils regardent beaucoup sur le matériel et ils ne voient pas l'avenir. Ben, ce que je conseillerais aux jeunes, d'abord, c'est de trouver quelqu'un avec qui ils peuvent faire un long chemin, et quelqu'un qui est extrêmement loyal. Et c'est ce qui est le cas avec elle, parce que c'est ce que je cherchais. Je cherchais quelqu'un, je dis, quand vous cherchez quelqu'un, il faut chercher quelqu'un qui ait des qualités que l'on ne peut pas apprendre. Oui, que l'on ne peut pas apprendre dans un bouquin ou quoi que ce soit. Donc, quelqu'un de spécial. Elle est loyale et elle a vu en moi aussi le potentiel. Nous avions passé beaucoup de temps, quand nous étions étudiants, à discuter. Elle a appris à me connaître. Elle s'est rendue compte que, voilà quelqu'un qui est ambitieux. Et pas ambitieux dans le mauvais sens, c'est simplement quelqu'un qui a des buts, une vision pour la vie. Et c'est pour ça qu'elle a dit non. C'est pour elle que j'ai du travail ou pas, c'est pas le plus important. Elle voit la personne, elle se dit, cette personne-là ira loin. Bon. Et nous y voilà. Hein. Vous êtes déjà loin. Oui, 20 ans et quelques après. Oui, parce qu'elle ne s'est pas concentrée sur le matériel. C'est si vous aviez vu quand nous nous sommes mariés, là où nous nous sommes mariés, ça n'avait rien de fantastique. Hein, et tous les deux, nous nous sommes dit, voilà, on connaît nos frères congolais que l'on va inviter.
ils aiment qu'il y ait suffisamment à manger, qu'il y ait suffisamment à boire et qu'il y ait quelque part où ils vont danser. Exactement. Et voilà les 3 choses sur lesquelles on s'est concentré. Notre mariage a coûté pas très cher et on s'est concentré sur cela et on s'est aussi concentré sur les enfants, élever les enfants. Elle est une mère incroyable. Pour les enfants, aujourd'hui, les enfants sont tout un chacun, ont du succès de chacun de leur côté, et c'est aussi grâce à elle. Il y avait 4 enfants. 4, oui. Il y a Maya, Mariama, Amélie et puis Jonah. Ça, c'est très bien. Là, on a vu que vous avez eu du succès dans votre mariage, dans votre famille. Vous avez une famille très épanouie. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique après votre carrière académique? Oui, je crois que la politique, pour ceux d'entre nous qui ont des origines africaines, nous avons souvent vécu des situations politiques difficiles dans nos pays. Donc, ça a eu l'effet de politiser un peu beaucoup de personnes d'origines africaines. Donc il y a cela, mais il y a aussi le fait que mon père était secrétaire d'État à l'éducation, donc nous étions, quoique il était un technicien, il a aussi été dans les Nations Unies. Ce sont des organisations qui ont une certaine dimension politique. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour la politique, mais mon intérêt primordial n'a jamais vraiment été d'occuper les devants de la scène. Oui, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui aurait peut-être été un conseiller ou quelque chose comme ça, et vraiment dans l'ombre, quoi. Mais bon, la vie est ce qu'elle est. Bon. Beaucoup de surprises. Oui, toujours des surprises. Donc j'ai toujours, quand j'ai commencé, l'une des choses aussi qui m'a poussé là-dedans, c'est que je me suis dit, ok, je vis aux États-Unis, je ne veux certainement pas vivre dans un pays où je ne peux pas voter, je ne peux pas participer à la vie politique, parce que je me suis toujours dit qu'on doit, tout un chacun doit contribuer, et si on ne participe pas, d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire que l'on doit être politicien, on peut participer en tant que volontaire et pour des organisations civiques et des trucs comme ça, mais je me suis dit, si je ne participe pas, je n'ai pas le droit de me plaindre de ce qui ne va pas. Donc j'ai dit, je vais alors mettre la main à la pâte et je vais y participer. Comme on dit, si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. Exactement. Voilà, là c'était sur votre... qu'est-ce qui vous a poussé? Et avez-vous eu des défis en tant que maire afro-américain, le premier maire afro-américain de la ville de Bloomington? Je dirais que la ville, ici à Bloomington, la communauté généralement de Bloomington normale est vraiment est très accueillante. Donc je ne considère pas avoir eu des défis de part dû à ma race. Parce que je suis noir, non, absolument pas. Mais les défis, évidemment, sont des défis comme tous les autres. Nous avons des problèmes de budget dont il faut s'occuper. Il faut réparer les routes, il faut réparer les caniveaux, les égouts, mais aussi il faut faire de telle sorte que la ville soit suffisamment attrayante pour que les gens considèrent y habiter, et ceux qui y habitent déjà, pour qu'ils considèrent rester ici. Donc c'est ça un peu, c'est un amalgame de défis que l'on doit relever à tout moment, quoi. Exactement. Ouais. J'ai vu une vidéo, je pense que c'était une vidéo de votre campagne de 2021 où il y a les habitants de Bloomington. Donc, ils parlaient vraiment de positivité sur vous. Vous êtes quelqu'un de l'écoute, quelqu'un de très aimable. Donc, ça, c'est le caractère très
comment dirais-je, des choses qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. C'est aussi, on parle un peu d'où on vient. Des fois, c'est un peu difficile. Oui. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est absolument important parce que l'une des choses que j'ai toujours privilégié, c'est d'être positif. Parce que quand on est négatif, on attire la négativité. Et avec la négativité, une fois que, à mon avis, c'est un avis personnel, c'est que quand on fait sa campagne du point de vue positif, on attire beaucoup de personnes qui sont négatives. Et alors, à ce moment-là, une fois que l'on est en place, maintenant il faut gouverner, et gouverner avec des gens négatifs, c'est pas très facile. Oui, donc j'ai tendance à privilégier la positivité, parce que quand on est positif, on peut accomplir beaucoup. C'est très bien. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes issus de la diaspora, diaspora africaine, qui souhaitent s'engager ou bien suivre le même parcours que vous, qui a par exemple l'objectif aussi de devenir, pourquoi pas maire, ou plus. Oui, ou plus. Il ne faut jamais s'arrêter quelque part, il faut toujours essayer d'aller plus haut. Le conseil que moi je donnerais tout d'abord, c'est comprendre la culture locale, là où vous êtes. Apprenez à passer du temps avec les locaux. Oui, parce que vous apprendrez à les comprendre. Mais en plus de cela, vous allez aussi... ça vous permettra, si vous arrivez à cette position, n'importe quelle position, ça vous permettra de mieux gouverner. Mais aussi, l'une des choses qui est importante, l'une des erreurs que je vois beaucoup de gens faire, et ça c'est irrespectif de la nationalité, de la race, très souvent, certains veulent se présenter aux élections, mais sans nécessairement avoir passé le temps et d'avoir fait leur devoir et essayer de comprendre un peu leur communauté. Mais aussi, il est important d'avoir participé à la vie civique locale, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, par exemple, j'ai eu... c'est sûr, à l'époque, je n'y pensais pas, mais j'ai fait beaucoup de choses pour les gens. J'ai entraîné les équipes de mes enfants de football. Oui, j'ai fait certains trucs à l'église. J'ai fait du bénévolat. J'ai fait des choses à l'université. Donc, ce qui m'a permis de raffermir mes liens avec les gens dans la communauté. Et les gens n'oublient pas cela. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est très important. C'est le conseil, ce sont les deux conseils que je donnerais les plus importants pour quelqu'un qui veut. Merci beaucoup. De ne pas rester beaucoup plus, parce que souvent, nous, ce qu'on voit dans nos communautés, on est beaucoup plus... il y a des Congolais qui sont entrés, les Ivoiriens sont entrés. Donc, chacun veut faire marche séparément sans pourtant s'enraciner de là où ils sont. Oui, il est absolument important d'apprendre à connaître sa communauté. Et pour nous, c'est comme ça. Par exemple, bon, c'est pas quelque chose que j'avais nécessairement planifié, mais bon, le fait que je me sois marié avec Stacy est américaine, ça aussi, ça a permis d'approfondir ma connaissance de la culture américaine, parce que là, maintenant, je suis connecté avec sa famille et leurs amis, et j'ai appris beaucoup de choses de leur famille aussi. C'est très bien. Vous vous représentez pour un second mandat. Quelles sont les priorités que vous souhaitez aborder et pourquoi?
Oui, donc les priorités, généralement les priorités sur le point de vue municipal ont tendance à rester les mêmes. Hein? Donc on essaye d'améliorer la qualité de la vie des gens, on essaye d'améliorer l'économie locale, on essaie d'améliorer l'infrastructure et puis on essaye aussi on s'assure que la sécurité des biens et des personnes. Oui, donc c'est un peu cela. Nous avons beaucoup de projets qui ont été mis en place et donc nous aimerions amener certains de ces projets-là à leur comment dire jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Bon, nous avons aussi l'une des choses qui est qui va être cruciale pour nous, c'est nous avons un problème sur le point de vue de l'habitat. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'appartements, nous n'avons pas suffisamment de maisons, parce que nous avons eu, vous avez probablement entendu parler de Rivian. Oui, voilà. Donc, Rivian, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Rivian, en l'espace de 5-6 ans, ils sont passés de 0 à pratiquement 8000 employés. Donc, ça a été difficile. C'est difficile pour nous de pouvoir construire, d'encourager la construction. Parce que la ville ne construit pas comme telle, mais nous encourageons les gens qui sont dans l'immobilier pour pouvoir faire tout ça. Donc, mais bon, il y a eu, dans les 2-3 dernières années, avec Covid, crise économique, et en plus de cela, difficulté, par exemple, pour certains d'obtenir des prêts pour pouvoir construire. Donc, nous avons eu quand même un peu de difficulté de ce côté-là et maintenant, nous sommes en train de mettre en place certains plans pour pouvoir pour permettre à ces diverses entités de pouvoir construire et vraiment aller un peu plus vite, quoi. C'est très bien. Donc, nous espérons beaucoup de construction dans les années à venir. Oui, beaucoup de construction dans les années à venir et on espère qu'il n'y ait pas d'obstacles. Parce que, nous nous attendions, par exemple, aux environs de 2021 par là, sachant que le marché allait réagir, le marché local allait réagir à l'expansion de Rivian, par exemple. Mais malheureusement, ce que l'on a appris, c'est que parmi ces gens qui sont dans l'immobilier, il y avait des problèmes en matière de prêts, des problèmes avec le coût de la construction, mais aussi à cause de Covid, l'obtention des matériaux pour la construction. Donc, ça a été vraiment comme on dit en anglais, une tempête parfaite, quoi, qui s'est imposée. C'est ça qui a vraiment freiné beaucoup de choses. Mais on espère. Et à ce moment-là, dans des moments pareils, c'est là où il est important pour le gouvernement à tous les niveaux de pouvoir peut-être offrir certains avantages à ces gens qui construisent dans l'immobilier pour pouvoir accélérer un peu les choses. D'accord. Ouais. Là, on arrive un peu vers la fin de notre interview. Donc, vous briguez un deuxième mandat. Donc, on espère, on souhaite. Donc, on fera le nécessaire que vous soyez encore notre maire parce qu'on vous aime bien, vous faites de très bon travail. Merci beaucoup. Et quels sont vos objectifs après, par exemple, après le maire, après la mairie? Est-ce que vous avez une vision encore plus avancée? Pourquoi pas les gouverneurs? Oh ça c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je dirais simplement que le temps, la sagesse m'a appris
à ne pas planifier ma vie d'une manière aussi cartésienne, quoi. Parce que je me suis rendu compte que finalement, je n'aurais jamais pensé que je serais maire aux États-Unis. Il faut laisser le temps. Oui, il faut laisser le temps au temps. Certainement, je dirais, après ce mandat en tant que maire, bon, ben, je suis ouvert à toutes les possibilités. Et même... Et surtout, le plus important pour moi, c'est de permettre aux gens de bénéficier de mon expérience, l'expérience que j'ai eue. Donc, ça, c'est très important. Et il y a une chose que je voulais mentionner aussi à propos de... Vous m'aviez demandé des mentors. J'ai oublié de mentionner l'ancien maire de Bloomington, Steve Stockton. C'est lui qui m'avait nommé en tant que conseiller municipal pour remplacer quelqu'un qui avait quitté le district. Okay. Donc, et il a toujours été, c'est quelqu'un que je consulte souvent, oui, de temps en temps. Et c'est vraiment un excellent mentor. D'accord, ça c'est très bien. Ouais. Quel message souhaitez-vous transmettre à ceux qui vous écoutent aujourd'hui, en particulier aux jeunes qui cherchent à réaliser leurs rêves et à faire une différence dans leur communauté? Oui, bon, je crois que je reviendrai un peu à ce que j'ai dit d'abord. C'est il faut, c'est-à-dire il faut faire pour les autres. Oui, il faut faire pour les autres. C'est ça qui est important, surtout quand on est en politique. À mon avis, il faut y aller. Parce que normalement, pour moi, la source de pouvoir en politique, c'est de répondre aux aspirations du public. Ça, c'est quelque chose en lequel je crois absolument. Et quand vous répondez aux aspirations du public, à ce moment-là, c'est là que le public veut de vous encore et veulent vous propulser pour d'autres mandats. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais aussi d'évaluer de manière, comment dire, d'évaluer, j'allais le dire en anglais, avec attention, hein, d'évaluer où est-ce que l'on veut arriver, qu'est-ce que l'on veut accomplir. Parce que oui, j'ai souvent vu beaucoup de gens qui cherchent, quand ils veulent rentrer en politique, ils veulent rentrer à un niveau très haut. Mais je crois que très souvent, il est important de ne pas être nécessairement au-dessus de positions politiques qui peuvent être considérées comme un peu plus bas. Parce qu'à ce moment-là, ça permet d'obtenir une connaissance approfondie de l'appareil d'État, que ce soit municipal, gouvernemental ou quoi que ce soit, pour pouvoir, pour mieux... pour avoir de meilleures performances, hein, et pour pouvoir être élu. Je dirais c'est un peu comme une équipe de sport. On ne peut pas devenir l'entraîneur de l'équipe quand on n'a jamais joué à ce sport-là. Oui. Donc il faut commencer au niveau, à la base, oui, pour vraiment comprendre, se former et puis éventuellement pour pouvoir diriger cette entité-là, parce que c'est pas facile. Donc là, on arrive à la fin de notre interview. Oui. C'était un plaisir. Oui, tout le plaisir est pour moi. Surtout, merci beaucoup pour votre temps. Absolument. Que vous avez disposé. Absolument. Et aussi votre flexibilité. Absolument, absolument. Juste vous ai envoyé un message sur Facebook et après vous étiez ouvert. Oui. Donc j'apprécie beaucoup. Absolument. Comme j'ai dit, je suis toujours disposé à aider mes frères congolais. Okay. Merci.
Merci beaucoup. Et j'espère que les téléspectateurs vont beaucoup aussi aimer. Et c'est pas ça, ça pourra aussi leur apporter quelque chose dans leur vie et dans leur parcours. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Ok, à la prochaine. Te quieres si quieres no hay nada. Te quieres si quieres no hay nada. Tú sabes bailar, siente fácil y te puedes caminar. Tú sabes bailar. Yeah. Y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento. Vamos, vamos, vamos a hacerlo. Yo no tengo miedo, lo siento.